Voici les 5 marques de véhicules électriques qui sont mes préférées, celles que je crois qui se démarquent dans le marché. Je vous explique tout ça et pourquoi aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc, mes 5 marques de véhicules électriques préférées. Je n'ai pas fait de recherche exhaustive, puis peut-être que quelqu'un va écrire dans les commentaires quelque chose qui va me faire réaliser que je me suis trompé. Mais le point, c'est qu'en y pensant pas trop fort, voici ce que j'ai réussi à ressortir aujourd'hui. Fait que c'est juste un peu mon opinion, c'est très générique. Et si vous aimez ça, on pourra faire d'autres vidéos dans ce format-là. Puis j'ai essayé d'y aller de manière un peu diversifiée ici. Et dans aucun ordre particulier, même pas alphabétique. On va y aller, j'ai fait mon petit papier. Allons-y. Donc, la première marque que j'ai mis sur ma liste, et c'est un peu comme une révélation pour moi parce que je pense que tout était là pour qu'on arrive à cette conclusion-là, mais ça m'a pris du temps pour y arriver, puis c'est entre autres parce que j'ai pas eu l'occasion d'essayer ces modèles-là. C'est BMW. Ben oui, pourquoi BMW sur la liste? Pourquoi? Ben, BMW, je pense, a une stratégie qui est vraiment portée vers l'électrification, mais quand on regarde un peu les nouvelles du monde des véhicules électriques, ça passe un peu comme un underdog, comme on dit si bien en anglais. BMW, ça fait quand même un moment qu'ils sont engagés sur l'électrification avec leur marque principale, mais aussi avec Mini. Puis on a vu au fil du temps des véhicules comme, par exemple, la BMW i4 arriver, puis là, plus récemment, le iX3, qui a une autonomie de 698 km NRCan. Je vais vous laisser prendre une petite gorgée de votre boisson chaude préférée. 698 km, ou comme on dit à Top Gear, as near as makes no difference, 700 horsepower, ou kilomètres dans ce cas-ci. Donc oui, 700 km d'autonomie dans un véhicule électrique, puis mon point, c'est pas que vous devriez aller acheter un BMW iX3 aujourd'hui. C'est bien sûr un véhicule qui est dispendieux. C'est bien sûr un véhicule qui va probablement déprécier assez rapidement. Donc, à moins que vous ayez les moyens de perdre 50 ou 60 000 $ en taxes, en financement et en dépréciation dans les 4 à 5 prochaines années ou en paiement de location simplement, allez pas acheter ça. Mon point, c'est que le iX3, c'est plus une démonstration de ce qui est possible. Parce qu'il y a des gens qui croient encore aujourd'hui que les véhicules électriques ne peuvent pas avoir l'autonomie qu'il faut, ne peuvent pas avoir la performance de recharge pour remplacer un véhicule électrique. Puis quand on voit un modèle comme ça, qui utilise des technologies qui sont disponibles dans le marché, puisque le véhicule est disponible et on peut l'acheter, ça montre que d'autres constructeurs peuvent adopter des stratégies similaires et éventuellement atteindre ce niveau-là de performance dans des modèles plus abordables. Et éventuellement, on pourrait avoir des VUS électriques à la moitié du prix d'un iX3 ou des voitures électriques qui atteignent des autonomies similaires. C'est ça, je pense, qui est la leçon à avoir. C'est que dans le fond, s'il existe un enjeu là, qui limiterait l'adoption des véhicules électriques au niveau de leur autonomie, de leur performance de recharge, ben c'est parce que les constructeurs, soit parce que c'est pas économiquement viable ou ne sont pas encore rendus là dans leur cheminement, offrent pas encore des modèles qui utilisent des technologies qui existent déjà, qui sont disponibles dans le marché pour faire des véhicules qui répondent aux attentes des gens. Bref, BMW X3, 700 km d'autonomie avec des performances de recharge assez incroyables. On s'entend que dans ces véhicules-là, une autre marque que je vais mentionner qui fait un peu la même chose après, là, on est rendu au point où vous pouvez ajouter environ 100 km d'autonomie en environ 4 minutes. Ça veut dire que vous vous branchez à une borne de recharge, vous faites un arrêt numéro 1, numéro 2, peu importe, vous revenez et vous avez gagné 150, 200, 250 km d'autonomie. Donc, si on a parcouru, disons, 4, 500 km, c'est pas le maximum que vous allez faire avant de vous arrêter de toute façon sur la route, que vous ayez un véhicule thermique ou pas. Là. En général, les gens s'arrêtent après 3 heures de route. Là. Vous êtes rendu à 400, 500 km, là, vous avez vraiment étiré. Là, ça vous rajoute un autre 150, 200, 250 km. Ce serait quand même surprenant. Il y en a des gens là, qui vont faire 1000 km dans une journée. C'est quand même des circonstances assez exceptionnelles. Puis aujourd'hui, il y a des véhicules qui vous permettent de faire ça avec 1 ou 2 arrêts de recharge. Quand même assez incroyable.
Donc, on passe au deuxième sur la liste qui en fait est deux marques de véhicules parce que je fais souvent cet amalgame-là, Kia et Hyundai, parce que oui, fondamentalement, c'est le même groupe, c'est le groupe Hyundai qui est au-dessus de tout ça. Il faut vous dire que c'est deux compagnies différentes, que c'est géré différemment, peu importe. Ils partagent beaucoup dans leur technologie et leur plateforme. Donc, avec leur plateforme EGMP, 800 volts, qui est arrivé déjà parmi nous. Là, on est à la, je crois, 5e année modèle des Kia EV6 et des Ioniq 5. Ils ont vraiment démontré qu'on pouvait amener une plateforme 800 volts, une vraie plateforme 800 volts, pas comme chez GM, vraie plateforme 800 volts dans le marché à un prix abordable, avec des véhicules qui sont plus confortables, qui sont spacieux, plus confortables que les autres véhicules de la marque, parce qu'il y avait cette super grande, là, cet empattement si grand que ça dans les EV6, les Ioniq 5. Bref, des véhicules assez intéressants. Puis, on a continué à bâtir par-dessus ça des stratégies qui diffèrent un peu chez Hyundai et Kia. Mais on avait des véhicules plus abordables, le Niro puis le Kona, par exemple. Il y avait aussi la Bref, au fil du temps, ils ont bâti une gamme où est-ce qu'on avait différentes stratégies. Le Kia nous arrive avec le EV5. Je suis convaincu est un véhicule qui va être assez populaire au Québec. Le EV3 qui s'en vient, qui se vend comme des petits pains chauds partout. La EV4 qui est abordable, qui compétitionne dans le segment des berlines puis des véhicules électriques plus abordables. Puis on a différentes stratégies du 400 volts, du 800 volts, le EV9, le Ioniq 9, qui sont quand même dispendieux, mais aussi relativement abordables, qui drôlement se font un peu compétition l'un l'autre. Ils font baisser les prix, ou du moins il est possible d'avoir un EV9 aujourd'hui avec des rabais. C'était presque impensable dans le passé quand il a été introduit. Bref, Ioniq 9, pour moi, c'est le véhicule familial par excellence. Il y a des prises USB 100 watts partout, tellement de patentes et gugus pour la famille, pour les enfants. Assez incroyable. J'adore ce véhicule-là. Il n'était pas disponible quand j'ai acheté mon véhicule, puis il est aussi quand même beaucoup plus dispendieux que le dernier véhicule qu'on a acheté. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, je pense que c'est un choix assez incroyable. Il faut noter cependant que chez Hyundai, bon, il y a les fameux problèmes là, d'unité de contrôle là, de recharge interne, le fameux ICCU, qui est rendu à sa je ne sais pas combienième révision de pièces et on nous dit que on croit que ça a réglé les problèmes, mais on n'est pas comme assez confiant pour dire le problème est réglé. Je connais personnellement des gens qui ont dû attendre un bon moment avant de voir leur véhicule être réparé. Des gens qui les ont achetés neufs, qui ont eu des problèmes, qui les ont achetés usagés, qui ont eu des problèmes, qui se demandaient s'ils devaient acheter un de ces véhicules-là au cas où il y a des problèmes. Donc ça, c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus, mais je pense que généralement, le fait qu'on a des véhicules plateforme 800 volts qui recharge super rapidement. Le dernier EV6 qu'on a essayé, je pense qu'on chargeait à 270 kW. Dans un véhicule dans cette gamme de prix-là, c'est incroyable. On s'entend, Tesla ne fait pas ça. Du moins, dans les véhicules autres que le Cybertruck. Bref, quand même assez incroyable ce que Hyundai et Kia étaient capables d'offrir. Ils sont vraiment engagés dans leur progression vers l'électrification. Ils vont faire aussi des PHEV, c'est moins des véhicules que je recommandais. Ils offrent encore du thermique. Bref, ils montrent qu'on peut, dans un constructeur là, grand marché, grand public, offrir à la fois du thermique, du PHEV et de l'entièrement électrique et avoir des produits qui sont relativement performants dans l'ensemble de ces catégories-là. Ils ont aussi, bien sûr, des hybrides. Donc, Hyundai Kia, définitivement, a une place dans ma liste des 5 constructeurs que je préfère pour leurs véhicules électriques. Le prochain concurrent est assez controversé et je ne veux pas paraître comme un vendu, donc on va fortement nuancer. Pourquoi Tesla est dans la liste? Je ne possède pas de Tesla. Alexandre a une Tesla. Je crois que Tesla fait à la fois des choses incroyables et vraiment pas si incroyables que ça. Mais bon, ils ont été toujours bien le constructeur qui a introduit un réseau de bornes de recharge fiables qui était à la base uniquement disponible pour leurs véhicules qui aujourd'hui s'étend à beaucoup et de plus en plus d'autres marques. Tesla nous a montré au fil du temps que c'était possible d'avoir un véhicule électrique avec un minimum de compromis et que les voitures électriques pouvaient être un vecteur pour l'introduction d'autres technologies qui bénéficient ou qui pourraient bénéficier à n'importe quel véhicule. Puis là, je vais nommer des choses,
Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont introduit ça, il y a peut-être d'autres constructeurs qui l'ont fait, mais ils ont du moins démocratisé à très large échelle des choses comme les mises à jour là, over the air, comme on dit, la conduite autonome ou autonome supervisée. Puis il y a d'autres constructeurs qui font des choses très très bien à ce niveau-là. Mais Tesla se présente là comme un manufacturier qui est relativement à l'avant-garde au niveau autant de la recharge que de l'autonomie, que de l'efficacité de ses véhicules, que de l'introduction de technologies qui viennent augmenter l'efficacité du véhicule et son autonomie. On pense par exemple aux pompes à chaleur, ces choses-là. Puis là, vous allez me dire, oui, mais il y avait d'autres véhicules qui avaient ça avant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Tesla intègre, donc c'est vraiment l'intégration, qui n'est pas nécessairement de la science, mais plus de l'ingénierie. Ils viennent intégrer un ensemble de technologies ensemble qui produit un produit qui est supérieur, je crois, à la somme de ses composantes dans bien des cas. Et puis là, depuis qu'on a accès au Tesla Model 3 fabriqué en Chine, on réintroduit des modèles relativement abordables. On se rappelle que avant l'introduction du Model 3, Tesla nous promettait une voiture à 35 000 US. Puis les gens étaient là, c'est impossible! Impossible! Ben, au Canada, aujourd'hui, vous pouvez acheter une Tesla Model 3 pour à peu près 42 000 incluant le transport et la préparation. Et ça, malgré, je crois, un tarif d'environ 6 là, qui est appliqué au Canada. C'est même pas le modèle standard. Ça reste un modèle, entre guillemets, premium, là, ou qu'on associe au modèle premium, quoique certaines fonctionnalités ont été retirées. Qu'on peut avoir pour l'équivalent de beaucoup moins que 35 000 US au taux de change d'aujourd'hui. On va toujours bien leur donner ça. Le Tesla Model Y standard est intéressant. On espère qu'éventuellement, il y aura un modèle YL fabriqué en Chine disponible sur le marché canadien. Qui sait, est-ce que ça arrivera, est-ce que ça n'arrivera pas? On n'a aucune indication dans aucun des deux sens à ce niveau-là. Je crois quand même que Tesla a sa place. Maintenant, pourquoi Tesla mériterait aussi pas d'être sur la liste? Ben d'abord, il y a le personnage très controversé à la tête de cette entreprise-là. Et je comprends et j'accepte qu'il y a des gens qui écoutent la chaîne qui vont dire moi, Gabriel, je n'achèterai jamais un véhicule Tesla à cause d'Elon Musk. Vous avez le droit. Vous avez aussi le droit de dire je n'achèterai jamais une Tesla parce que c'est une compagnie américaine. Tout ça sont des arguments valables. C'est des questions de valeur. Ça vous appartient. Moi, personnellement, je n'ai jamais acheté de Tesla. Mais bref, c'est quand même des véhicules assez intéressants. Puis là, la question, c'est est-ce que Tesla va réussir un peu son virage ou est-ce qu'ils veulent lancer le Cybercab, qui est peut-être ou pas un cheval de Troie pour un autre modèle abordable, ou est-ce que vraiment ils veulent aller vers l'autonomie puis commencer à opérer eux-mêmes une très grande flotte de véhicules, puis offrir des services ou des licences qui finalement prendraient plus de place que le marché là, de la vente de véhicules électriques à des consommateurs, qui sait. Bref, marque assez controversée, mais il faut quand même reconnaître qu'il amène des choses intéressantes. Ici, sur certains aspects, peuvent leader le marché, puis permettre à agir là, un peu comme un levier, là, qui fait en sorte que d'autres constructeurs amènent d'autres choses intéressantes. Il faut toujours bien au moins souligner ça. Ensuite, GM. Pourquoi GM? GM, c'est un des manufacturiers qui a la gamme de véhicules électriques la plus étendue sur le marché. Ça va de la petite familiale compacte, sous-compacte, qui est la Bolt, jusqu'au Cadillac Escalade IQ, aux camionnettes électriques, au Hummer EV. Bref, l'un des manufacturiers qui a l'une des gammes les plus étendues. Je ne crois pas qu'il y ait de comparable dans le marché à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est quand même, il y a même la Cadillac Celestiq. Bref, gamme extrêmement variée de véhicules électriques, très engagés dans leur transition, quoique le renouvellement de ces modèles-là va probablement être retardé. Donc, il y a ça quand même contre GM. Néanmoins, ils sont, je pense qu'ils ont vraiment mis pas mal, beaucoup de billes, je dirais pas toutes leurs billes dans le même panier, mais ils ont quand même mis beaucoup de billes dans leur transition vers l'électrique. Ça a un coût, c'est pas parfait. Ils font des véhicules qui sont relativement inefficaces, consomment beaucoup d'électricité pour déplacer leurs véhicules. Ça fait qu'ils ont des véhicules qui ont besoin d'avoir des batteries plus grosses, qui sont plus massifs et qui sont donc moins efficaces. Puis on combine tout ça, puis on se ramasse avec des véhicules qui ont
une capacité totale de batterie, là, dans le cas des camionnettes ou du Cadillac Escalade IQ, là, qui va jusqu'à quelque chose comme 242 kWh, ce qui fait absolument aucun sens. Vous pourriez brancher votre véhicule dans le 110 vide, puis il serait pas il serait pas chargé dans une semaine. Ça fait aucun sens. Ça veut dire que ça fait aussi des véhicules électriques qui, oui, peuvent avoir des temps de recharge relativement raisonnables sur une borne à 350 kW. Mais si vous avez une camionnette électrique GM, puis vous êtes pris à charger sur une borne 50 kW parce que c'est tout ce qui est disponible, on parle de 4 heures là, de recharger la capacité nette de la batterie. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Fait que quand même des nuances à amener là. Mais je vais mettre GM dans le top 5 juste parce qu'ils ont choisi d'avoir une gamme vraiment étendue de véhicules électriques. Et j'apprécie énormément ça. Le dernier nom sur ma liste, le plus niché ici, mais Porsche. Pourquoi Porsche? Bon, certainement pas à cause de la Taycan, là. C'est un véhicule qu'on a essayé et qui est quand même incroyable dans son propre contexte, disons. Mais c'est pas nécessairement ça qui m'a marqué. Je pense que Porsche est arrivé avec le Macan électrique relativement récemment, où ils ont dit, ben, on peut avoir un véhicule électrique de luxe qui fait 500 km d'autonomie à 110 km/h. Porsche et les manufacturiers allemands sont souvent très conservateurs dans les spécifications qu'ils publient. Mais là, Porsche a vraiment fait du Porsche. C'est vraiment un véhicule qui peut faire comme 500 km sur une batterie, puis après ça, recharger à peu près 100 km en 4 minutes. Quand même assez incroyable à ce niveau-là. Oui, c'est des véhicules qui vont déprécier assez rapidement. Oui, la Taycan, c'est un véhicule qui déprécie assez rapidement. En Europe, c'est des véhicules qui sont beaucoup vendus au début en la Taycan puis la Audi e-tron GT parce qu'il y avait comme des incitatifs fiscaux à acheter un véhicule électrique, mais là, à un moment donné, les gens ne vont pas utiliser ça chaque année puis s'acheter une voiture à 200 000 chaque année. Bref, fait que ça a fait en sorte que c'est des véhicules, Taycan puis la Audi e-tron GT, là, que je vais un peu amalgamés ici, là, qui ont connu énormément de dépréciation, mais qui sont arrivés avec des vitesses de recharge super élevées. Je pense 270 kW quand le modèle a été introduit. C'est monté à 320 kW. On a le Cayenne électrique de plus de 1000 chevaux qui a été introduit récemment. Peut-être qu'Alexandre et moi, on aura la chance d'en essayer un éventuellement. Bref, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est pas prévu? C'est possible! Mais je pense que Porsche a sa place ici. Là où on va nuancer un peu, c'est Porsche a un peu toujours fait des VUS là, dans les 20-25 dernières années pour être capable de faire des voitures sport, puis avoir un groupe qui globalement est profitable. Maintenant qu'ils ont décidé de pousser vers l'électrification, c'est venu mettre une certaine pression sur la profitabilité du groupe dans les dernières années. Ça a été un peu plus difficile pour eux puis de dire que Porsche fait une année où ils n'ont pas fait énormément de profit relativement à leur histoire moderne de performance financière. C'est un peu comme anachronique. Ils se sont réajustés. Il y a des choses comme on avait dit, il va y avoir juste une Boxster électrique, mais là, finalement, elle ne sera peut-être pas juste électrique. La 911, ça reste une voiture thermique, disponible en hybride, mais définitivement pas en PHEV. Il y a du PHEV dans la Panamera. Fait c'est un peu éclectique comme gamme, puis c'est difficile là, de tirer, disons, une stratégie super facile à articuler. Ce serait difficile de dire c'est quoi la stratégie de Porsche, parce que c'est aussi la compagnie qui fait des Porsche 911 GT3 RS. Puis difficile, bref, de positionner la stratégie de Porsche, mais on fait des choses ici et là qui sont quand même assez intéressantes. Puis je vais quand même leur lever mon chapeau. Je pense qu'ils ont leur place dans le top 5. J'ai essayé un Macan électrique, j'ai vraiment apprécié. J'ai essayé une Panamera e-Hybrid aussi, où est-ce que j'appréciais qu'ils font des hybrides branchables avec des très grosses batteries, qui sont capables d'aller chercher des autonomies intéressantes, puis qui ont vraiment là, une double personnalité où on peut se promener en mode électrique, être extrêmement silencieux, se promener en mode hybride, bénéficier de l'un et l'autre, avec une calibration de la pédale qui change en fonction du mode, où est-ce que si on est dans un mode plus éco-énergétique, on va fonctionner en électrique, puis si on appuie sur l'accélérateur, on va avoir le moteur thermique qui embarque. Alors que si on est en mode sport, on roule sur le moteur thermique. Si on appuie sur l'accélérateur, on va chercher de la puissance électrique pour augmenter les performances du véhicule. Fait que c'est vraiment comme une double personnalité. Il y a des choses intéressantes à ce niveau-là.
difficile de discerner quelle sera leur stratégie à long terme, ou plutôt comment ils vont réussir à combiner leur dualité entre les voitures sport thermiques, où est-ce qu'on pousse encore de plus en plus des manuels, où on ramène les manuels dans la 911. Il y en avait déjà avec la Carrera T, mais là, il y a des modèles plus sportifs qui ne sont pas non plus des modèles GT3 qui vont être disponibles avec une transmission manuelle. Fait que un peu difficile de voir où est-ce qu'ils s'en vont exactement avec tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça mon top 5 des manufacturiers que je préfère pour leurs véhicules électriques, donc BMW, Hyundai Kia, GM, Tesla et Porsche. Fait que c'était Gabriel pour un nouvel épisode de Plus de Millage. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez dans mes commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que je suis complètement dans le champ, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées qu'on devrait ajouter. Fait que indiquez-le dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. On se dit à la prochaine.